J'ai toujours été fier du talent que je possède pour tourner des phrases. Les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger une blessure et y porter remède. Ainsi sont les mots prononcés par Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore dans le film venant clôturer la saga Harry Potter dans les salles obscures. Tandis qu'il discute avec l'esprit d'Harry possiblement mort dans la gare de King's Cross totalement blanche, la représentation de Albus se lance dans diverses frasques plutôt sages. Même si ces lignes pourraient flatter l'ego des représentants de la langue, de Molière, de Shakespeare ou d'un quelconque autre langage, ils inspirent bien plus. Il est vrai que les mots ont le pouvoir de transporter lecteurs ou auditeurs dans des contrées lointaines. Par une sorte de magie, un envoûtement, ils sont capables de fonder un univers transcendant. Et ils sont d'autant plus magiques quand leur utilisation permet de compléter et de complexifier un récit. Quand Tolkien nous parle des hobbits, il nous projette en quelques secondes en Terre du Milieu. Nous présentant les dogmes principaux qui régissent son univers en quelques phrases, il absorbe le lecteur dans son aventure palpitante. De même, quand le vieux Ted commence à conter l'histoire de sa rencontre avec la mère de ses enfants, il nous intègre nous, spectateurs, dans sa bande d'amis, en mentionnant la fin du récit avant même son commencement. En effet, les mots, quels qu'ils soient, ont une importance capitale pour les spectateurs. Et ça, qu'on l'apprécie ou non, il fut un temps où J.K. Rowling l'avait compris. Que ce soit dans un roman ou dans une réplique de film, le choix des mots est important. Par ailleurs, dans un monde fictif inventé de toutes pièces, la création de nouveaux termes permet d'embellir et d'approfondir chaque élément en lui traçant une histoire. Les midi-chloriens, les Nazgûl ou encore les Bene Gesserit, les plus grands auteurs de ce monde nous ont amenés dans les profondeurs de leur imaginaire à l'aide de simples termes spécifiques. Bienvenue dans Saga, la suite de vidéos explorant les parties intéressantes et souvent négligées des sagas qui ont marqué le cinéma. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur l'histoire ou les enjeux de l'une des sagas les plus mythiques du cinéma. Je ne parlerai pas des détails du film ou de mon appréciation personnelle de ses aventures. En revanche, j'aimerais revenir sur ce qui fait l'identité même de Harry Potter, sa magie et plus particulièrement les mots qui la créent. C'est l'heure de parler étymologie, bière au beurre et sortilège interdit dans le premier épisode de Saga. Mais par où commencer ? Il est assez commun dans la littérature, et particulièrement dans la littérature fantastique, de voir les écrivains imaginer de nouveaux mots. Ces néologismes ont pour effet de donner vie à un univers surnaturel et de les étoffer avec des objets ou des entités de leur imagination. À l'image de Lewis Carroll créant les Jabberwocky dans la suite des aventures d'Alice, les exemples de néologismes sont légion. Ces désignations ont pour utilité de donner de la cohérence et de maintenir la suspension consentie d'incrédulité. Et bien sûr, Harry Potter n'en fait pas exception. Harry Potter est le nom de l'homme représentant à lui seul un monde de possibilités extraordinaires qui prend racine dans la culture du monde entier. C'est avec une inspiration dans les langues, les cultures et les légendes du monde que cet univers est parvenu à créer la magie avec de simples mots. Au travers de ces inspirations et de ces mots, j'aimerais appuyer sur le fait que la saga Harry Potter doit énormément au monde qui nous entoure. Il n'est pas étonnant de dire que la magie de ce monde débute dès les premières lignes du roman, ou en tout cas dès les premières secondes du film. Pourtant, ce qu'on retient en premier dans l'histoire, ce sont les noms de ces personnages. Et pour sûr, il y a sûrement beaucoup de raisons. Beaucoup des noms choisis sont en réalité des références à des mythes, des légendes ou des histoires bien connues. Par exemple, la famille Weasley est pour beaucoup de ses membres la parfaite représentation de la légende arthurienne et de la quête du Graal. Le père portant le nom de Arthur nomma un de ses fils Ronald, ou Ron, faisant référence à Rongominiade, la lance sacrée du roi. Quand un autre de ses fils, Percy, fait référence à Perceval et que sa propre fille est un rapprochement à Guenièvre. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Il y a une réalité qu'il faut reconnaître lorsqu'on parle d'Harry Potter, c'est son succès. La saga, connue à l'international, fait partie des plus populaires du genre, et vous l'aurez compris avec l'exemple des Weasley, le récit le rend bien à la culture mondiale, en adaptant et en intégrant ses histoires à son univers. Évidemment, ce n'est pas la seule référence à la légende arthurienne, mais je ne rentrerai pas dans les détails pour tout ce qui est ordre de sorciers ou injures faisant écho à la barbe d'un certain enchanteur. Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres, et il me faudrait prendre des heures pour expliquer chaque nom un à un. En revanche, je peux aussi rapidement vous parler des différents animaux qui ont permis de constituer ce qu'on appelle le lore de Harry Potter, l'univers étendu. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons?
par la désignation de ces créatures étranges, fortement mises en avant récemment dans les dernières histoires du monde des sorciers, beaucoup de légendes ont pris vie. Que ce soit avec Touffu, le cerbère qui ramène dans ce monde le chien à 3 têtes, gardien des enfers, ou encore le basilic du second volet, prenant son inspiration de la mythologie gréco-romaine. Celui-ci est particulièrement intéressant. Dans la Chambre des Secrets, fondée par Salazar Serpentard pour son héritier, nous trouvons le basilic. Nommé ainsi du grec basilikos, signifiant roi, celui dont on ne doit pas croiser le regard, n'est autre que le roi des serpents. Ici, la créature prend son origine d'un œuf de serpent couvé par un crapaud, quand les Grecs le disaient apparu du sang s'échappant de la tête de la gorgone Méduse après sa décapitation par Persée. Mais je crois que je pars dans un autre délire. De plus, je ne pense pas avoir à expliciter la mythologie des dragons pour prouver leur importance dans notre culture. Or, le nom de chaque race fait référence à son pays d'origine, ainsi le bout de feu chinois ou le pense-fer ukrainien parlent d'eux-mêmes quand certains demandent un peu plus de réflexion. Le magyar à pointe peut être étrange au premier abord, mais fait référence au peuple des Magyars, plus souvent appelés les Hongrois. Pour l'anecdote, il existe une créature dans le monde des sorciers nommée le Dirico. Celui-ci est un oiseau incapable de voler, mais ayant la faculté de se téléporter. Il est dit que les Moldus le connaissent sous le nom de Dodo, et que les disparitions de ceux-ci leur ont laissé penser que la race s'était éteinte. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait marrer pendant que je faisais mes recherches. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? Bref, assez de mythologie. Vous savez désormais que nombre des mots et des noms de ce récit ne sont que des références. D'un dictateur portugais à un loup mythologique, en passant par un empereur romain, la réalité et les légendes se sont mêlées pour créer ces livres. Mais alors, où sont les néologismes dont nous parlions plus tôt? J.K. Rowling a-t-elle fait un cloubi-boulga de références sur fond de monomythe? Ou a-t-elle réellement inventé quelque chose? C'est Leviosa, et pas Leviosa. Même si c'est avant tout l'inspiration qui guide son récit, Rowling a tout de même eu la faculté de créer des mots. Prenant souvent racine dans les langues mortes telles que le latin, c'est avant tout dans les sortilèges qu'elle est allée les rassembler pour créer la magie de son monde. Le premier sort, et sûrement le plus célèbre, est Expelliarmus. Très utile pour désarmer son adversaire. Et bien même si parfois l'autrice a su se montrer imaginative, ici elle est restée simple en fusionnant plusieurs mots latins. Ainsi, le mélange expeller et arma, signifiant expulser et arme, forme un sort de parade extraordinaire. Actio, appel ou convoque, ou encore expecto patronum, venant de expecter, attendre, et du patronum protecteur, chaque sort prend peu à peu sens après l'examen de ceux-ci. En prenant appui sur des origines latines pour fonder un vocabulaire magique, nous sommes rapidement intégrés dans l'imaginaire du petit garçon à lunettes. Il est vrai que nous n'avons pas besoin de grandes connaissances ni de cours de latin pour comprendre l'utilité de ces sortilèges. Entendre Hermione lancer un Petrificus Totalus sur Neville ou un Oculus Reparo sur Harry parle de lui-même. Pourtant, d'autres sorts vont chercher encore plus loin. Le Sectum Sempra nous donne du fil à retordre. Et pourtant, il est lui aussi simple à comprendre, avec quelques notions latines. Sectum signifiant couper, que l'on peut retrouver dans des mots comme disséquer, et Sempra signifiant toujours. De même, les sortilèges interdits Imperium vient de Impero, qui veut dire commander. On retrouve là la même base latine pour des termes comme impérial, ce qui semble logique. Je vais vous laisser deviner d'où peut venir le sortilège Doloris et ses effets pour me pencher sur le dernier sortilège interdit, qui lui est bien plus compliqué. Pour le sortilège de la mort, il faut revenir à la base de la magie et surtout au terme le plus célèbre du monde, qui a donné son nom à une famille de Pokémon, Abracadabra. Pour ce dernier sort, la créatrice de cet univers est remontée aux origines du classique Abracadabra pour en ressortir l'essence même et l'adapter à son histoire. Celui-ci vient du langage araméen et signifie que cette chose soit détruite. C'est en remaniant l'expression originale que la phrase Avada Kedavra a pris sens à défaut de prendre les vies. Ces filles, elles vont me tuer. J.K. Rowling n'a pas inventé énormément de choses dans Harry Potter. Même si son travail reste colossal et que son récit a fortement marqué le globe, c'est en réalité dans le domaine de la langue qu'elle s'est surtout illustrée. Elle n'a peut-être pas créé une langue complète comme a pu le faire Tolkien avec l'elfique, mais elle a su utiliser ses connaissances latines essentiellement pour assembler et créer de nouveaux mots nous transportant dans le monde magique. En effet, il est important de rappeler qu'à la base, J.K. Rowling est enseignante de français et d'anglais. Dotée d'une très grande connaissance des mythes, elle s'est servie de ses capacités à concevoir un vocabulaire pour unifier la culture mondiale sous une même histoire. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un coup. Vous l'aurez compris, l'univers d'Harry Potter est bien plus vaste qu'un château en Écosse avec des enfants un peu bizarres. Les inspirations qui ont permis de créer un univers aussi complet sont nombreuses et surtout planétaires.
En réunissant les rites et légendes du monde entier dans une histoire unique, la saga est parvenue à s'imposer comme l'une des plus importantes de la littérature et l'une des plus cultes de notre génération. Il est vrai que ce récit est bien plus cosmopolite qu'il n'y paraît, et qu'il ne se réduit pas aux aventures d'un petit orphelin face au maître de la mort. Du nom des personnages aux sortilèges interdits, en passant par les animaux fantastiques, la saga transpire de références historiques et légendaires. C'est aussi ça qui en fait tout un récit mythique. Là où Harry Potter est fort, c'est que rien n'est inventé de toutes pièces. En reprenant des éléments bien connus, des différentes cultures de chaque peuple, la saga parvient à nous intégrer dans un univers où nous possédons déjà des connaissances. En utilisant ces connaissances comme point de repère, le récit va développer d'autres aspects magiques, sans pour autant nous perdre dans des explications farfelues. En prenant l'exemple des centaures venant tout droit de la mythologie grecque avec Chiron, le mentor des héros comme Héraclès ou Achille, nous savons depuis tout jeune que ce sont des créatures sauvages pouvant se montrer hostiles si nécessaire. Ainsi, nous ne sommes pas surpris de les voir attaquer par moments. Grâce aux légères connaissances que nous avons préalablement, la découverte du monde des sorciers n'en est que plus simple et ne nous embête pas avec des explications inutiles. Sachant cela, nous pouvons nous identifier plus facilement et plus rapidement à ce personnage explorant lui-même ce nouvel environnement qui lui est entièrement inconnu. Harry Potter, c'est la quête du héros dans son rite initiatique. Nous ne changeons pas la recette de l'histoire, nous inventons simplement un nouveau cadre. Le cadre qu'a créé J.K. Rowling est le fruit de siècles d'imagination, de ragots et d'histoires de comptoirs assemblés comme un puzzle et placés dans notre époque actuelle pour donner naissance à une nouvelle idée en actualisant les plus anciennes. Dans notre monde, chaque chose est définie par un mot, un terme qui le représente et tire son étymologie d'une autre langue plus ancienne. Que ce soit dans la création d'un langage entier ou juste d'un mot, il est nécessaire de trouver des racines. Notre réalité offre une infinité de possibilités pour ce qui est de la création. Aussi complexe soit-il, notre imaginaire sera toujours un reflet de notre réalité. Le pouvoir des mots est immense et nous transporte. Un vocabulaire en adéquation avec notre parler au quotidien reste le meilleur moyen de nous faire rêver. Avec des chouettes, des horcruxes ou des elfes, le monde des sorciers est un mystère partiellement résolu qui n'attend que d'être étudié. Et avec un peu de recherche, il peut sembler simple de créer une saga aussi lumineuse qu'un coup de baguette.